Alors, pour la deuxième intervention de la matinée, nous avons le plaisir de recevoir Dan Katarivas, qui est économiste et qui va nous parler de l'économie en 2088. Dan Katarivas est bien sûr économiste, il est directeur des relations internationales du patronat israélien. Nous avons Abraham Lévy qui, lui, va nous parler des opportunités futures pour les sciences de la vie en Israël. C'est présager un avenir lointain. Et il est doyen, effectivement, de la faculté de biochimie et directeur de l'Institut de médecine nucléaire à l'Institut Weizmann à Rehovot. Nous avons, ensuite, je passe par ordre, Ariel Kandel, qui est directeur général de Qualita, qui n'est pas encore arrivé, mais nous espérons très sincèrement qu'il arrive vite, nous l'attendons. Et Rachel Samoul, quand même, nous avons une dame avec nous, ça fait quand même plaisir, et qui est chroniqueuse culturelle. Rachel Samoul, c'est une ancienne responsable de la culture israélienne de l'ambassade d'Israël en Belgique et au Luxembourg, et elle anime depuis 10 ans le blog Kef Israël, où vous avez toutes les nouvelles que vous voulez avoir sur Israël. Voilà, je commence donc par ordre, non pas de priorité, mais suivant le programme qui a été déterminé. Donc je passe la parole à Dan Katarivas. Bonjour à tous, ça me fait grand plaisir d'être ici. Quand Yoël m'a contacté, j'ai tout de suite... voilà, ça va. J'ai dit que je suis très content d'être ici. Et quand Yoël Cher m'a contacté, j'ai tout de suite dit oui. Parce qu'être à Jérusalem dans cette loge, je pense que c'est un grand honneur. Et je vais essayer en quelques mots de faire ce qu'en fait, je pense que... En judaïsme, on dit à Nevoa Nitna la Shotim. Alors, je vais essayer de ne pas être choté, c'est-à-dire, mais je vais quand même essayer de faire un petit peu de projection sur l'économie israélienne dans les années à venir. 70 ans, c'est beaucoup. D'ailleurs, mais je peux dire tout ce que je veux, puisque ni vous, ni moi, n'y serons. Donc, il y aura peut-être quand même... Pardon ? Non, j'essaye d'être réaliste. On ne sait pas, peut-être. Mais en tous les cas, il y aura peut-être ce qui est enregistré. Donc, ou bien je me ridiculiserai complètement, ou bien au contraire, j'aurai de la prophétie. Écoutez, l'économie, c'est pas une science. Bien que beaucoup de gens pensent que c'est une science, c'est pas une science. C'est une tentative d'expliquer et peut-être de gérer différents courants, différentes forces. Et il y a différentes économies. Il y a des économies sociales, il y a des économies d'énergie, il y a l'économie de l'eau, il y a différentes économies. Et ce que je vais essayer de voir, c'est plutôt de voir dans quel domaine, effectivement, on peut-être prévoir encore un décollage de l'économie israélienne. Mais moi, j'appartiens à ceux qui parle de l'avenir, surtout en me basant sur le passé. Parce que finalement, il n'y a que la seule manière dans laquelle on peut peut-être essayer de faire des prévisions. Avant de venir ici, je suis passé par différents brochures. D'ailleurs, je vous conseille de lire les deux livres qui font du futurisme sur Israël. C'est les livres du professeur Pasvik qui parle de Tsofena Atid et Israël 2048. C'est un futuriste, apparemment c'est une science, faire des projections dans l'avenir. Et le gros problème, c'est est-ce qu'on peut vraiment séparer l'économie de tous les autres domaines ? Parce que finalement, l'économie est une manifestation de ce qui peut se passer sur le niveau politique, sur le niveau social. Et donc faire des prévisions économiques sans parler ou sans essayer d'avoir des scénarios différents au niveau politique, au niveau sécuritaire, c'est assez difficile. Alors j'ai choisi en fait... parler de peut-être deux scénarios. Un scénario qui serait un scénario apocalypse, parce que finalement, on est dans une situation où, par exemple, il est sûr que dans les 100 ou les 70 prochaines années, il y aura un tremblement de terre majeur en Israël. C'est ce que tous les futuristes disent. Donc, l'économie israélienne peut se trouver face à une situation où elle doit en fait recommencer à zéro.
on parle effectivement que cette région, qui est vouée à des tremblements de terre, risque effectivement de subir un tremblement de terre très dur. Mais peut-être, moi qui suis un optimiste, ça peut être une très bonne opportunité de tout recommencer à zéro, d'une manière peut-être meilleure que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Bien que ce qu'on a fait jusqu'à présent n'est pas trop mal du tout. C'est-à-dire que quand vous regardez l'économie israélienne aujourd'hui par rapport à ce qui était il y a 70 ans, il est certain que c'est... Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens avec des kippotes dans la salle. Moi, je n'appelle pas ça un miracle. Vous pouvez appeler ça un miracle. Mais c'est certain que les 70 ans qu'on a vu ce qui s'est fait dans l'économie israélienne, c'est toutes les prévisions des économistes en 1948 disaient c'est un pays qui va devenir un pays en voie de développement, l'échec économique, il n'y a pas de devise étrangère, il n'y a pas de population, il n'y a pas de capitaux, il n'y a rien. Et les Anglais, d'ailleurs, disaient qu'il n'y avait même pas la place de mettre un chat de plus en Palestine. Et vous voyez que 70 ans après, on a un PIB qui est très, très élevé. On a un niveau de vie PIB per capita. C'est la manière dans laquelle on mesure, je dirais, le niveau de vie dans un pays qui est aujourd'hui du niveau de la France. Et la France étant... Bon, je ne veux pas trop en parler, mais je ne pense pas qu'il était en grande expansion, était en grande croissance. Israël est en croissance, donc on peut très bien imaginer que, par exemple, le PIB israélien, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, sera supérieur à celui de la France et à celui de la majorité des pays avec lesquels nous comparons l'économie israélienne, puisque Israël aujourd'hui est un membre de l'OCDE. Depuis 7 ans, Israël est devenu membre de l'OCDE. Et aujourd'hui, nous sommes, je dirais, dans le peloton derrière, mais je pense que dans les années à venir, Israël va se trouver dans le peloton d'avant des pays de l'OCDE. L'une des raisons d'ailleurs pour laquelle je suis optimiste, c'est le profil démographique d'Israël, qui a beaucoup d'influence sur l'économie. Israël aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, comparé à tous les autres pays de ce qu'on appelle développés, pays de l'OCDE, ils sont 35 aujourd'hui, l'âge moyen en Israël est de moins de 30 ans. L'âge moyen dans les pays européens et dans les pays développés est de 42, sinon plus. Donc Israël est une société jeune en pleine expansion. Les restes des pays développés sont des pays qui sont, je ne dis pas en voie de disparition, mais qui sont certainement aujourd'hui sur une voie descendante au niveau démographique. Ce sont des populations qui vieillissent et qui n'ont pas la même énergie qu'à Israël. Israël a la chance d'être un pays développé avec un profil d'un pays en voie de développement, ce qui donne des atouts pour l'avenir sensationnels. Cela à dire, il faut voir si toute la population israélienne participe à cette croissance économique, participe à ce miracle économique. Parce que c'est vrai que quand on regarde la démographie, aujourd'hui on parle de la moitié des élèves de Kita Aleph qui sont ou des Arabes ou des ultra-orthodoxes. Alors on se pose des questions. Est-ce que l'élan technologique, scientifique, économique qui a été atteint par la population israélienne aujourd'hui, est-ce que ça va se maintenir dans les années à venir ? Alors c'est vrai qu'avec faire de la démographie, on peut faire tout ce qu'on veut avec la démographie, surtout quand on parle d'Israël, parce qu'une fois de plus en Israël, par exemple, on a, il y a 20 ans, reçu un avoir démographique absolument sensationnel, 1 million d'immigrants qui venaient de l'ancienne URSS. Aucune des prévisions économiques, sociologiques, démographiques ne parlait d'1 million de juifs qui allaient arriver. Et ça a complètement changé les données économiques de l'économie israélienne. Ce million de juifs venant de l'ancienne URSS ont totalement changé le tissu économique du pays. D'ailleurs, aujourd'hui, nous souffrons en Israël du fait que ces gens, comme tous les mortels, arrivent à l'âge de la pension, sont en train de prendre leur retraite, et il nous manque aujourd'hui une main-d'œuvre professionnelle pour combler les juifs russes qui sont arrivés, qui ont été un apport sensationnel pour l'économie israélienne et qui prennent aujourd'hui leur retraite. Alors, est-ce que les petits jeunes aujourd'hui, et je rappelle la moitié, sont ou des Arabes israéliens ou des ultra-orthodoxes, est-ce que ça va être le réservoir humain, ou peut-être il y aura un autre réservoir humain ? Alors, est-ce que peut-être les juifs de la diaspora, est-ce que c'est encore un réservoir qui, dans les 70 ans à venir, va venir en Israël ? Je ne sais pas. Alors là aussi, faire des projections. Mais c'est certainement un point qui, pour l'économie israélienne, est très important.
Dans quelle mesure est-ce qu'il y a un réservoir au-delà de la population locale? Parce que la population locale, moi j'appartiens aux optimistes, je pense que même sur ces 50% d'Arabes israéliens ou d'ultra-orthodoxes, quand ils arrivent à l'âge de 18 ans, d'abord ils sont, et d'ailleurs on le voit quand on regarde en arrière, il y en a beaucoup qui s'intègrent et qui ne restent pas dans leur ghetto respectif, si je puis me servir de ce mot-là. Et le nom, par exemple, je pense qu'aujourd'hui le potentiel de la population arabe en Israël qui s'intègre de plus en plus dans l'économie israélienne, c'est un potentiel qui ne va que s'agrandir dans les années à venir. Aujourd'hui, plus d'un quart des étudiants au Technion sont des étudiants arabes qui aujourd'hui participent et veulent participer à cette fameuse Startup Nation. Et c'est à nous d'ouvrir nos bras et de le recevoir dans la société puisque c'est un potentiel très très intéressant pour l'économie israélienne. Et si ces jeunes Arabes israéliens qui veulent faire partie du rêve économique israélien ou du miracle économique israélien peuvent avoir un atout, par exemple, dans les relations qu'éventuellement Israël va pouvoir développer avec ses voisins. Je n'étais pas là lors de la discussion politique. Moi, j'appartiens à ceux qui sont absolument persuadés que dans les 70 ans à venir, on arrivera à une solution dans la région. Et là aussi, le politique est lié à l'économique. Si on a une solution pacifique avec nos voisins, à ce moment-là, il y aura également une relation économique. Je ne suis pas de ceux qui pensent que l'économie va jouer un rôle majeur dans la relation avec nos voisins, bien que ma spécialité étant l'intégration économique. À l'époque, j'ai fait des études et à Londres, et à Bruges, et à Bruxelles, en parlant justement de coopération et d'intégration économique. L'idée était qu'ici, dans la région, on pourrait peut-être créer un marché commun du Moyen-Orient. J'appartenais à ceux qui étaient très, très optimistes à ce niveau-là. J'ai été un petit peu, je dirais, confronté à une réalité qui est différente. Dans cette région-là, l'économie n'est pas le moteur de cohésion, le moteur qui va rapprocher nécessairement les différentes parties, mais c'est un élément important. Et dans le cas d'une situation où il y a un accord entre les parties, certainement, les Arabes israéliens pourraient et pourront, et d'ailleurs en partie jouent un rôle très positif pour justement rapprocher Israël de la région. De façon générale, je pense que ce qu'il faut comprendre, et il faut beaucoup être assez humble, c'est qu'Israël est un tout petit pays. C'est vrai qu'on est le centre du monde, c'est vrai, mais ayant dit ça, aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, et à mon avis, Israël va être, dans les années à venir, très très influencé par les changements qui se passent dans l'économie mondiale. Est-ce que dans 70 ans, on sera tous ici en train de parler chinois? Peut-être. Est-ce qu'on sera tous en train de parler arabe? Peut-être. Est-ce qu'on sera tous en train de parler espagnol? Je ne sais pas. Il y a aujourd'hui un changement fondamental dans, je dirais, le poids économique dans le monde. Je n'ai pas l'esthétique devant moi, mais vous avez certainement vu M. Trump assis à table face aux autres leaders européens dans le G7. Les projections économiques dans 30 ans montrent que dans les G7 actuels, le seul pays qui restera dans le G7 actuel, c'est les États-Unis. Tous les autres seront des puissances de deuxième degré. La France, l'Italie, le Canada, le Royaume-Uni, le Japon, tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, les forces économiques appartiennent à une autre région qui est l'Asie. Si le développement économique continue avec les crises de temps en temps, etc., il est certain que la Chine est aujourd'hui déjà le deuxième pays, la deuxième force économique dans le monde. L'Inde, dans 20 ans, aura dépassé la Chine au niveau de la population, parce que là aussi, la démographie joue. Les Chinois, avec leur politique de One Child, sont une population qui vieillit. Les Indiens sont une population qui est en pleine croissance. Donc l'âge, et dans 20 ans, on verra la différence. Vous avez un pays comme l'Indonésie, qui est un pays immense, qui va certainement prendre sa place sur la carte mondiale. Vous avez un pays comme la Corée. Vous avez un pays comme le Vietnam, avec 90 millions d'habitants. Tous ces pays-là, dans 20 ans, 30 ans, auront, à mon avis, dépassé ce qu'on appelle les anciennes puissances.
Et l'Europe a, à mon avis, beaucoup de raisons de se mettre ensemble pour essayer de faire le poids à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et donc les G7 d'aujourd'hui, ce n'est pas les G7 dans 20 ans, ou dans 30 ans, ou certainement pas dans 50 ans. Et à ce moment-là, Israël, où est-ce qu'on est dans tout ça? Alors, notre chance a toujours été d'être un petit pays qui, je dirais, a réussi à naviguer entre les grandes puissances. Souvenez-vous, en 1948, ce n'étaient pas les États-Unis qui étaient les alliés d'Israël. Il y avait un embargo à la vente d'armes contre Israël. Il y avait les Russes, c'est les Russes qui ont été les premiers, je pense, parmi les premiers à reconnaître l'État d'Israël. Il y a eu à l'époque une grande discussion en Israël. Est-ce qu'on fait partie du bloc soviétique ou on fait partie du bloc occidental? La guerre de Corée a décidé de toute façon, et Ben Gurion, heureusement, a pris la bonne décision. Mais à l'époque, la France, vous savez aussi bien que moi ce qui s'est passé avec la France. Et c'est que depuis 1967 qu'Israël se trouve vraiment, je dirais, notre ami, notre allié, c'est plus la France, c'est les États-Unis. Mais les États-Unis, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que ça va rester la force dominante dans le monde dans 70 ans? Si on continue de la manière dans laquelle elle est gérée par M. Trump, j'ai des doutes. Et on parle effectivement d'un empire en déclin. Qui est le nouvel empire? Est-ce que c'est la Chine? Est-ce que c'est Poutine? Est-ce que c'est Poutine avec la Turquie et l'Iran ensemble? Est-ce que c'est l'Inde? Mais il faut complètement changer. C'est certainement pas l'Europe. Et je pense que l'Europe est en train de s'en rendre compte. Et donc Israël doit choisir, ou pas choisir, parce que je pense que le grand avantage d'Israël a toujours été de ne pas choisir de camp, mais de s'accommoder et d'être assez flexible pour pouvoir jouer sur tous les fronts. Aujourd'hui, nous avons des relations grandissantes avec la Chine qui sont très compliquées, vu notre alliance avec les Américains. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, on n'a aucune relation au niveau militaire, au niveau sécuritaire avec la Chine, parce que les Américains ont mis un veto. Est-ce que ça peut continuer comme ça? Alors heureusement, il y a les Indiens. On a des relations avec l'Inde très développées. L'Inde est le deuxième partenaire israélien au niveau des ventes de l'industrie militaire israélienne. Mais l'Inde et la Chine, est-ce que ça va ensemble? Le Japon. Alors c'est vrai que le Japon, c'est une histoire très intéressante. C'est un pays qui, quand même, c'est la troisième puissance mondiale. Il ne faut pas l'oublier. Le Japon a fait un tournant de 180 degrés dans ses relations avec Israël. Dans les 3 dernières années, vous avez eu 2 fois la visite de Abe en Israël. Bibi est allé 1 fois au Japon. Il y a maintenant des dizaines de délégations japonaises qui arrivent ici. C'est intéressant. Mais le Japon, est-ce qu'on s'allie avec le Japon? Mais il faut penser à la Chine et la Corée dans tout ça. C'est aujourd'hui, il faut regarder pas à l'ouest, il faut regarder vers l'est. Et dans tout ça, il y a le monde arabe et il y a l'énergie, un autre domaine qui est très important. Dans 20 ans, dans 30 ans, est-ce qu'on va encore tous dépendre du pétrole ou du gaz? Les Chinois sont en train de construire des dizaines de centrales nucléaires. Ils veulent une indépendance énergétique qu'ils n'ont pas encore. C'est pour ça que d'ailleurs, ils ont investi 400 milliards de dollars en Afrique pour se garantir l'approvisionnement en matières premières et en énergie. C'est pour ça que le grand projet chinois de les nouvelles routes de la soie va lier la Chine aux pays européens en passant par tous les pays et les pays arabes et les pays de ce qu'on appelle Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, etc. Et ça va changer complètement, je dirais, les données. D'ailleurs, aujourd'hui, quand vous ouvrez une carte, et à mon avis, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 70 ans certainement, la carte que vous ouvrez, c'est fini. La carte du monde, c'est plus la Méditerranée, avec l'Europe, l'Asie, l'Afrique, et un côté les États-Unis et l'Asie. Aujourd'hui, il faut ouvrir une carte du monde. Vous avez Hawaï au milieu. L'océan Pacifique, aujourd'hui, est l'océan où se passe tout le commerce international. C'est même plus l'océan Pacifique. L'océan Atlantique, c'est l'océan Pacifique. Les relations entre l'Asie de l'Est et les États-Unis et l'Amérique du Sud, c'est là où se trouve aujourd'hui déjà le commerce international. Et donc le monde aujourd'hui, le centre du monde n'est plus du tout l'Europe, la Méditerranée, l'Afrique et Israël. Mais c'est complètement différent. Il faut voir les choses de façon complètement différente. Alors, l'énergie, certainement. Alors quand je dis que les Chinois sont en train de se doter d'indépendance énergétique,
Dans 70 ans, je pense qu'ils seront complètement indépendants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour l'Afrique? Ils laisseront tomber les Africains, probablement complètement, qui sait. Qu'est-ce que ça veut dire pour les pays arabes? On voit déjà ce que fait le fait que les États-Unis sont en train de se retirer de la région ici. C'était même Obama qui avait décidé de changer la politique américaine en parlant de Pivot Asia. Il a changé les priorités des États-Unis ne sont plus. Et ce n'est pas Trump seulement. Même si Trump demain matin est destitué, comme probablement ça peut arriver, la politique américaine a changé à cause de données économiques de base. La dépendance des États-Unis du pétrole arabe est en diminution. Et on voit les Américains se retirent d'ici et le Moyen-Orient devient de moins en moins important pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire pour Israël? Alors, pour en revenir, Israël a toujours su essayer de se mettre entre les grands coalitions. Alors, on a bien joué entre les Russes, les Américains, les Français, les Anglais. Bon, maintenant, il va falloir bien jouer avec les nouvelles puissances. Alors, dans les nouvelles puissances, il n'y a pas de communauté juive. Il n'y a pas de lobby juif à Pékin. Il n'y a pas de lobby juif à New Delhi. Il n'y a pas de lobby juif ni à Jakarta. Il y a toute une relation que Israël a développée avec le monde juif qui a aidé certainement. Ça a aidé, ce n'était pas fondamental, c'est un autre problème. Ça a aidé, c'est certain. Mais les attaches qu'Israël a avec le monde occidental, la culture judéo-chrétienne. Vous arrivez aujourd'hui, j'ai eu la dernière fois, j'ai été obligé de faire des remarques à notre ministre de l'économie. J'étais avec lui au Japon et il commençait ses discours en parlant du roi Salomon. Dans la salle, personne ne sait qui est le roi Salomon. Donc il y a toute une question culturelle de trouver des nouvelles attaches avec ce monde qui est le monde de demain. Et je pense qu'effectivement, Israël a développé une stratégie face à cette nouvelle conjoncture économique mondiale. Et quels sont les atouts qu'Israël peut avoir? Justement, le fait de ne pas être un grand pays, c'est un avantage. Nous mettons en risque personne. Nous n'avons pas d'ambition hégémonique. Mais nous avons, je dirais, la seule matière première qu'Israël a et continue à avoir, c'est la matière grise entre notre oreille droite et notre oreille gauche. Et c'est là que l'économie israélienne doit mettre l'accent. Il faut continuer à développer tout ce qui est recherche et développement. Aujourd'hui, en Israël, vous avez 350 centres de recherche et développement de multinationales qui viennent en Israël pour justement, à partir d'Israël, développer des solutions à des problèmes du monde. Je pense que c'est ça la vocation israélienne dans les années à venir. C'est de continuer à être le laboratoire de recherche et développement pour le monde entier. Et c'est pour ça qu'il faut continuer un système d'éducation qui malheureusement est en crise, mais on n'a pas le choix, il faut. C'est pour ça que quand on parle de l'éducation et des Arabes et des orthodoxes, juifs orthodoxes, c'est très important d'avoir un réservoir d'étudiants qui vont combler le manque. La vocation d'Israël, c'est ça. C'est d'être, je dirais, d'être le chaloutz lifnei hamachane, d'être le pionnier devant le reste, d'avoir des solutions dans le domaine, par exemple, le domaine de l'eau. Vous savez qu'Israël, aujourd'hui, est le numéro 1 dans tout ce qui est récupération de l'eau. Nous récupérons 80% de l'eau dont nous servons. Le deuxième pays qui est après nous, c'est qui? L'Espagne avec 20%. Donc l'écart est immense. Israël peut devenir un centre mondial, et d'ailleurs le devient de plus en plus, de technologie dans le domaine de l'eau. Et le monde a besoin d'eau potable de plus en plus. Dans le domaine d'environnement, dans le domaine justement de réponse et de solutions. Israël, nous avons une capacité, pourquoi on peut essayer de trouver les solutions, mais c'est pas où trouver les raisons, mais le point fort de l'économie israélienne, ce n'est pas la production en masse de produits, ce n'est pas de développer des appareils électroménagers comme les Chinois ou les Turcs ou les Allemands, c'est d'avoir des solutions à des problèmes, de proposer des solutions et de pouvoir les insérer chez les grandes compagnies. Cette culture de exit en Israël, il y en a qui la critiquent, mais en fait c'est quoi? C'est des solutions israéliennes qui sont vendues à d'autres. Peut-être qu'il faut, une manière plus intelligente, de garder plus de bénéfices en Israël. Il faut voir où est-ce que ces exit payent leurs impôts, mais
on n'est pas contre. Au contraire, il faut chaque fois se renouveler. Et je pense que l'une des capacités très importantes de l'économie israélienne, c'est cette capacité de renouvellement constant. Donc cette capacité de renouveler, de se réinventer. Il y a 20 ans, il y avait des domaines qui étaient prioritaires. Israël a la capacité de savoir s'orienter, parce qu'elle était un petit pays très flexible, de s'orienter vers ce qui sont les problèmes qui préoccupent le monde. Vous savez qu'aujourd'hui, Israël a 30% du marché mondial dans le cyber, donc tout ce qui est la cybersécurité. Il y a 5 ans, on ne parlait pas de ça. Aujourd'hui, on en parle. Donc, 5 minutes. D'accord. Donc, quand on parle de 2080, je pense qu'Israël continuera à être un petit pays qui vivra en paix, Inch'Allah, avec les... Allez, vaille. Pardon. Be'ezrat Hashem. Mais c'est la même chose, c'est le même mon Dieu, non? Avec les pays autour de nous. D'ailleurs, et à ce moment-là, la relation avec nos pays voisins, je pense que la complémentarité avec les pays voisins, ça peut être très intéressant, parce qu'eux aussi ont des populations très jeunes, qui sont d'ailleurs en partie éduquées. Regardez la Jordanie. En Égypte, c'est plus compliqué, mais c'est notre intérêt de regarder les Palestiniens, qui ont un niveau d'éducation très élevé, et qui ressemblent beaucoup, je dirais, au peuple juif dans certaines caractéristiques. Donc là, je pense qu'avec le monde arabe autour de nous, dans une situation de paix, les atouts qu'Israël peut mettre en avant et la complémentarité peut être très très positive. Avec l'Europe, il y aura toujours des relations compliquées. Et l'Europe, je pense, a besoin d'Israël plus qu'Israël a besoin de l'Europe aujourd'hui, dans beaucoup de domaines. Les États-Unis, j'espère que ce qui se passe là-bas est relativement limité. Les communautés juives, à mon avis, n'ont pas beaucoup d'avenir en dehors de l'État d'Israël. Dans 70 ans, j'espère que le peuple juif aura fini son processus de normalisation, c'est-à-dire que la grande majorité des juifs habiteront dans leur pays. D'ailleurs, la dimension territoriale fera partie de la définition nationale. Et donc, je pense que là, c'est un changement qui a des répercussions économiques également. Et je pense qu'effectivement, il faut commencer à enseigner le chinois dès maintenant dans les classes, dans les primaires israéliennes. Pas que les Chinois sont faciles, ça va être très, très difficile. Ils ne font pas de fleurs. Ils ne font pas de fleurs à personne. Mais je pense qu'il faut regarder vers l'Extrême-Orient, vers les pays d'Asie. C'est là que la croissance aura lieu, mais c'est là qu'il y a un potentiel, justement, pour les Israéliens dans le domaine de l'agriculture, par exemple. Je n'ai pas parlé d'agriculture, mais Israël est un pays qui fait de la high-tech agricole. Et ça, c'est une chose que le monde en Asie a besoin, que ce soit les Indiens, les Chinois, les Indonésiens. Donc là, ce sont des atouts sensationnels pour Israël. L'Afrique également, pour l'instant, c'est un grand trou noir, malheureusement. Mais je pense que les Israéliens, là aussi, leur vocation de tikkun olam peut également se trouver et fleurir en Afrique. Donc, je pense que justement, cette capacité, cette flexibilité, tant qu'on la gardera, tant qu'on aura cette possibilité de nous réinventer chaque génération, ou même tous les 10 ans, d'avoir un autre domaine qui devient le domaine majeur, que ce soit l'agriculture, que ce soit dans le domaine médical. Israël également est un pays qui aujourd'hui est en tête dans tout ce qui est l'appareillage médical. On a une industrie sensationnelle. On n'a pas les capacités de produire en grande masse. On ne veut pas avoir cette capacité de produire en grande masse. On est, justement, comme je le dis, le centre de recherche et de développement, et il faut faire tout pour que ça reste dans les années à venir, parce que c'est ça qu'a besoin le monde. Il a besoin de personnes qui l'aident à résoudre des problèmes, et Israël et l'économie israélienne, et je dirais, a prouvé dans les 70 dernières années qu'elle sait résoudre des problèmes, qu'elle sait trouver des solutions, et je pense que si on continue avec cette manière de voir les choses, les 70 ans à venir seront très positifs.
Merci beaucoup de cette étude de démonstration très positive pour les 70 ans à venir. Ce que je remarque, entre autres, c'est qu'effectivement, Israël est un laboratoire et doit exporter son savoir. Et ça, il faut que nous le maintenions. Et c'est le positif des 70 années à venir.